À l'aube du troisième millénaire, eh bien, nous avons dans toute l'histoire recensée de l'humanité, c'est-à-dire au moins depuis 5000 ans, deux événements qui ont impacté de façon majeure eh bien, toute l'humanité. Le premier, c'est le déluge. On en trouve des traces dans toutes les civilisations. Et ce déluge marque la fin d'un cycle et le début d'autre chose, évidemment, hein. Et puis le second, eh c'est tout simplement ce que l'on vit depuis 3 semaines maintenant, c'est-à-dire le lockdown des principales économies mondiales, et puis le confinement finalement de 4 à 5 milliards d'individus sur Terre. Alors peut-être la plupart d'entre vous n'ont pas conscience encore que, puisque nous sommes encore dans la crise sanitaire, donc on n'a pas forcément encore conscience de l'impact que cet événement aura eu, mais d'ores et déjà, on peut considérer que le fait que ça concerne autant de monde, et c'est quand même une première, on va dire une première mondiale, hein. Alors le déluge, lui, concernait le monde entier, mais peut-être que concernait le monde connu à l'époque, hein. En attendant, eh bien, l'événement qui nous concerne aujourd'hui, là, impacte directement, on va dire, 4 à 5 milliards d'individus, donc on va dire ça impacte l'humanité. Alors, avant de commencer cette vidéo et puis de développer mon propos, je vais vous faire un petit peu un retour sur deux ouvrages et sur le travail d'un auteur que j'aime beaucoup et qui me paraît aujourd'hui fort à propos, hein. Il s'agit de Nassim Nicolas Taleb. Alors, Nassim Nicolas Taleb, c'est un auteur qui nous vient du Liban, et puis qui s'est expatrié aux États-Unis depuis quelques années. Il a connu la guerre du Liban, c'est un ancien trader, spécialiste des probabilités, qui est maintenant un enseignant. Et donc il nous a livré, c'est quelqu'un de très cultivé, donc c'est quand même, ses ouvrages sont très denses, très riches. Alors je vous parle du premier qui est le plus connu, qui s'appelle le Black Swan. Alors le Black Swan, qu'est-ce que c'est? Eh bien pour résumer l'histoire, c'est tout simplement dans un monde où on assiste à une distribution gaussienne du risque, eh bien, il arrive parfois que des événements incroyables, qui n'étaient pas prévus, qui n'étaient pas même prévisibles, eh bien, puissent impacter durablement le monde. Et on appelle ça un Black Swan. Alors ça va être la plupart du temps une crise financière, puisque comme Nassim Nicolas Taleb est un ancien trader, eh bien, on associe le Black Swan à la crise financière, c'est-à-dire que d'un seul coup, il y a une disruption dans cette belle croissance des courbes des actions, et puis il y a tout qui s'effondre. Alors évidemment, il y a des amplitudes et des magnitudes qui sont différentes, hein. Pour moi, un véritable Black Swan, eh bien, c'est la crise de 29, voilà, ou alors la crise que l'on vit maintenant, hein. Et donc le Black Swan, c'est tout simplement une météorite, hein, qui peut vous tomber sur le coin du nez, donc 0,001% de chance ou de malchance que ça vous arrive, mais bon, si ça vous tombe dessus, eh bien, il va falloir quand même pouvoir traiter le problème. Voilà. Et donc, Nassim Nicolas Taleb part du principe que ces événements qui sont, on va dire, exceptionnels, eh bien, ne sont pas pris en compte par les probabilistes et par les hommes politiques et par la plupart des gens en général, parce qu'ils rejettent par principe le fait que s'il y a si peu de probabilité que ça arrive, eh bien, on ne doit pas s'en soucier. Donc c'est évidemment une grave erreur. On le voit bien aujourd'hui, hein. Le deuxième ouvrage dont je peux vous parler, c'est celui-ci. Il s'agit de Antifragile. Alors l'antifragilité regroupe plusieurs notions. La première, tout simplement, c'est de considérer que justement, dans un monde qui peut être changeant, et de façon très rapide, eh bien, il faut pouvoir développer la capacité à être le plus résilient possible, et donc à élaborer différents scénarios en fonction des événements qui peuvent arriver, y compris les Black Swan, y compris les événements les plus improbables. Alors l'antifragilité, c'est pas seulement de la résilience, c'est aussi la capacité de pouvoir rebondir sur des événements que l'on considère dramatiques, et puis de les transformer, de les transmuter et d'en faire quelque chose de positif. Alors évidemment, il y en a qui vont dire oui, surfer sur une crise, bah oui, ça se fait, tout simplement, hein. On sait très bien que sur les marchés financiers, quand il y a une crise, il y a un transfert de richesse qui s'opère, il y a des gens qui pleurent, et puis il y en a d'autres qui se réjouissent. C'est comme ça. Maintenant, quand on parle d'antifragilité dans la vie, eh bien, c'est pas seulement essayer de faire un petit billet sur un événement dramatique et un crash boursier, c'est tout simplement utiliser une période comme celle-ci pour se dire ok, on est dans une fin de cycle, on va sans doute démarrer un autre cycle. Est-ce qu'on va le redémarrer de la même façon que le cycle précédent, ou est-ce qu'on va en profiter pour changer les choses, tout simplement? Faire la promotion d'un changement personnel, évidemment, mais d'un changement plus profond au niveau de la société et au niveau de l'humanité.
Alors attention, hein, j'ai pas un discours bisounours, hein, je ne vais pas vous vendre la saucisse en vous disant que on va rentrer dans une ère où les individus vont prendre conscience que effectivement la mondialisation, le pétrole, la pollution, etc. Et puis on va voter tous Greta Thunberg, puis ça ira mieux après. On ne change pas un système en utilisant les vieux briscards du système. Hein, très clairement, quand je vois la petite Greta qui va voir Obama, et puis bon, high five, mec, hein, évidemment, on va changer les choses. Le type a été président de la plus grosse et la plus puissante nation au monde, en ayant fait 2 mandats, il n'a rien changé, donc il faut arrêter de se bananer. Donc les gros changements ont lieu, à mon sens. Il y a 2 façons, hein, soit on se réforme, soit on s'effondre, et après on reconstruit. Et donc pour moi, les gros changements ont lieu après un effondrement, très clairement. Et à mon sens, en ouverture de cette vidéo, j'ai dit que les 2 événements majeurs qui ont impacté l'humanité, c'était le déluge et puis l'événement qu'on vit aujourd'hui. Bah, je pense que cet événement que nous vivons aujourd'hui porte en germe eh bien, un changement futur. Mais attention, ça va secouer avant, très clairement, parce que je ne pense pas qu'on puisse véritablement changer les choses, changer de paradigme, sans qu'il y ait un effondrement. J'en veux pour preuve votre histoire personnelle. La plupart des gens ne vont évoluer personnellement. Et si vous avez un certain âge, eh bien, vous serez sans doute d'accord avec moi, parce que vous avez déjà un certain vécu. Eh bien, vous n'évoluez personnellement que lorsque vous êtes passé par une phase de souffrance et que la vie vous aura forcé à changer. Voilà, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que l'humain est feignant, tout simplement. Et que quand on est dans un petit confort psychologique, matériel ou intellectuel, bah, on n'a pas envie de changer parce que c'est comme ça. Maintenant, soyez honnête avec vous, moi non plus, vous non plus, vous avez un intérêt, on a tous un intérêt à ce que cette société telle qu'elle est aujourd'hui, même si elle est imparfaite, perdure. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie peut-être de se retrouver dans une ferme à bigner la terre pour sortir 3 carottes et 2 patates pour se nourrir. C'est plus facile d'aller au supermarché. On n'a pas envie de retourner au lavoir pour laver des vieilles paires de chaussettes ou des vieux mouchoirs remplis de morphes parce que c'est plus facile d'aller acheter au supermarché du coin encore des mouchoirs en papier, tout simplement. Donc il faut avoir cette honnêteté de se dire ok, il faut un changement, on en a conscience, voilà, mais pour qu'il y ait une véritable prise de conscience, il faut passer par une phase de douleur qui vous dise non, c'est plus possible, non, je ne peux plus fonctionner comme ça, non, on va véritablement changer. Et moi, je pense que le seuil de douleur n'est pas encore franchi, on n'en est qu'au début. Cette crise sanitaire qui va inaugurer évidemment une phase difficile, et notamment une crise économique et une crise financière, qui, à mon avis, en termes de magnitude, va dépasser celle de 1929. On le voit déjà au niveau du chiffre du chômage aux États-Unis. Hein. Je vous rappelle qu'en 3 semaines, on est passé d'un peu moins de 5 millions de chômeurs à 17 millions. Donc c'est pas rien. Hein. Ça s'est fait de façon très très rapide en l'espace de 3 semaines. Et on n'avait même jamais vu ça dans les années 30. Hein. Donc la magnitude de la déflagration que l'on est en train de subir, elle n'est pas encore complètement intégrée, très clairement. Donc les solutions, c'est quoi les solutions? Bah oui, parce que je suis interpellé hein, par rapport à ça. On me dit dans une vidéo que j'ai faite concernant le syndrome Jean Carmet, hein, où je dis arrêtez d'écouter des gens qui ne sont là que pour servir leurs propres intérêts et c'est l'intérêt de ceux qui les financent. Hein. Celui qui commande, c'est celui qui signe le chèque. Point barre. Eh bien oui, quelles sont les solutions? La première des solutions, c'est celle dont je fais la promotion, c'est celle de changer soi-même. Si vous voulez changer le monde, il faut changer soi-même. Donc il faut passer par des phases difficiles, évidemment, qui vous permettent de remettre tout en question et de vous dire avec la douleur que vous allez ressentir, eh bien non, plus jamais ça. Tout simplement, je vais changer. Mais maintenant, pour ça, il faut être capable, évidemment, de se dire, je vais perdre des choses, voilà, mais je vais en gagner d'autres. Et donc, ça suppose un positionnement. Donc, c'est grosso modo ce que j'ai appelé les 3 batailles, hein. C'est tout simplement faire un changement au niveau individuel, regarder le monde tel qu'il est, mettre en place des scénarios, faire fi de son positionnement et de son confort psychologique pour se dire bah, je suis prêt à perdre certaines choses pour en gagner d'autres. Et j'arrête de rentrer dans ce jeu de dupes, ce jeu des manipulateurs, ce jeu des gens qui sont là à longueur de journée pour, comment dire, ne vivre que sur votre bonhomie, entre guillemets, mais
c'est pas de la bonhomie à ce niveau-là. Soit vous êtes complètement manipulé, soit vous décidez vous-même, eh bien, entre la vérité qui dérange et le mensonge qui rassure, eh bien, d'aller dans la deuxième catégorie, tout simplement, et puis de vous rassurer en écoutant des mensonges qui font du bien. Mais dites-vous une chose, c'est que, effectivement, lorsque l'on s'inscrit là-dedans, eh bien, on participe soi-même activement à tout ce bordel, parce que c'est quand même quelque chose qui se tricote à quatre mains, toujours. Comme le répétait Jean de La Fontaine, rappelez-vous, dans ses fables, et notamment dans celle du corbeau et du renard, eh bien, celui qui parle vit toujours aux dépens de celui qui l'écoute, et c'est toujours la même chose. Donc, quelque part, il faut vous rendre compte au niveau individuel que, et moi compris, tout le monde, on a une forme de déresponsabilisation. Alors encore plus dans des pays socialo-communistes, c'est évident, puisqu'on délègue à l'État tous les champs de notre vie, l'éducation des enfants, la retraite, la possibilité de s'épanouir économiquement. Et puis donc du coup, même si c'est en contradiction avec la réalité économique et l'évolution actuelle et les tendances lourdes qui se sont mises en place depuis des années, eh bien on va continuer à cautionner des gens qui viennent vous mentir sciemment. Pourquoi ? Parce qu'ils vous sortent un mensonge qui vous rassure et qui vous déresponsabilise, qui vous permettent de rester dans cette déresponsabilisation. Donc la première des choses, évidemment, lorsque l'on veut changer les choses et lorsque l'on veut infléchir finalement l'histoire, tout simplement, lorsqu'on veut changer de cycle et qu'on aspire à un autre cycle qui va être différent, c'est de se rendre compte soi-même que l'on a des limites. Et c'est justement travailler sur ces limites, sur ces biais psychologiques, sur tout le tissu de mensonges dont on a été abreuvé depuis la naissance, au sein de la famille, au sein d'une culture, au sein d'un pays, au sein d'une structure mentale, parce qu'en fonction des civilisations et des zones économiques et des cultures, on a une façon de penser qui va être différente. Donc c'est regarder ces choses-là en face et se dire, après, regarder les tendances lourdes, arrêter de se faire bananer, y compris sortir de son confort psychologique et se dire derrière, qu'est-ce que je suis prêt à perdre ? Qu'est-ce que je suis prêt à gagner en échange ? Et derrière, évidemment, cela suppose un positionnement. Alors je vais vous prendre une analogie très simple. C'est celle que je donne tout simplement aux gens que je forme en self-défense ou dans les arts martiaux. C'est celle de la limite que vous allez vous imposer. C'est très simple. Pour pouvoir vous défendre efficacement, il faut que vous mettiez une limite mentale et il faut y avoir pensé avant, c'est-à-dire un seuil au-delà duquel on ne doit pas accepter des choses. C'est-à-dire vous n'allez obtenir que ce que vous allez tolérer en règle générale. Et il ne faut pas vous surprendre aujourd'hui d'avoir ce que vous avez, c'est-à-dire d'avoir les gouvernants que vous avez, d'avoir la vie que vous avez, parce que vous l'avez aussi toléré. C'est ça le problème, tout simplement. Et donc en self-défense, je dis tout simplement une chose, c'est que je me mets une limite. C'est-à-dire que je considère que si quelqu'un m'insulte, je ne vais pas répondre parce que au final, ça n'est pas important, mon intégrité physique n'est pas en jeu. Mais par contre, la limite pour moi, c'est la barrière physique. C'est-à-dire on me touche, je déchaîne les enfers, pardon. Pourquoi je mets en place ce processus mental ? Parce que quand on est dans un environnement organisé, comme l'est notre société, tout simplement, on a des verrous mentaux. Et ces verrous sont autant de problèmes qui peuvent vous coûter la vie dans un environnement dégradé, tout simplement. Et donc, en tant que personne civilisée, intégrée à une société, vous devez réfléchir à ça en amont. Et vous dire, il y a un moment où la civilisation et son vernis, la société, tout ce que j'ai appris, ma morale, même liée à une religion, passe en dessous de l'efficacité ultime qui est de survivre, tout simplement. Et donc, si je suis confronté à quelqu'un pour une place de parking et que je me fais insulter, non, j'ai pas à répondre et j'ai pas à lui taper dessus. Voilà. Après, je ne sais pas comment je peux réagir si j'ai mon sang qui bout trop, on est bien d'accord. Mais dans tous les cas de figure, d'un point de vue philosophique et d'un point de vue intellectuel, on y réfléchit avant, je n'ai pas à répliquer. Maintenant, s'il me touche, il y a contact physique,
Et là, je n'ai pas à me poser la question, je me suis programmé pour réagir physiquement, très violemment, tout de suite. Pourquoi? Parce que si vous ne faites pas ça, eh bien, vous ne saurez pas où est la limite. Lorsque vous allez vous retrouver en situation de conflit, vous allez vous dire, bon, bah, il m'insulte, c'est pas grave, ok, très bien. Maintenant, il me pousse, ouais, mais il n'y a pas mort d'homme, c'est juste une petite tapette. Puis après, il vous met une baffe. Et là, vous vous dites, bah, vous ne savez plus quand réagir, parce que vous n'avez pas posé la limite avant. Donc moi, de la même façon que je résous mon problème de temps de calcul au niveau du cerveau en m'habillant quasiment toujours pareil, parce que je n'ai pas à réfléchir, je mets le même t-shirt et puis c'est fini. Voilà, eh bien, de la même façon, vous devez vous garantir cette réaction immédiate, et pour ça, il faut déconnecter le cerveau intellectuel de l'histoire. C'est-à-dire que à partir du moment où on me touche, je déchaîne les enfers, et c'est comme ça. Voilà. Parce que, quelque part, ça peut aller beaucoup plus loin, et puis vous pouvez arriver à un point de rupture, vous n'aurez plus les moyens de réagir. Hein. Et dans une société comme la nôtre, où on fait preuve de trop grande tolérance, eh bien c'est ce qui arrive. Parce que si vous regardez ce qui se passe en France depuis quelques années maintenant, eh bien on sombre dans l'horreur au fur et à mesure. Voilà, tout simplement. On a eu l'épisode des Gilets jaunes, alors on se dit, bah ouais, mais bon, au final, c'est des accidents, les gens se font éborgner, c'est pas grave, hein. Et ça c'est déjà intolérable, mais on laisse faire ça. Après on regarde effectivement les soignants, on regarde les pompiers qui se font taper dessus, puis on se dit, bah ouais, mais bon, au final, la manifestation n'était pas autorisée, ou on se trouve tout un tas d'excuses pour trouver ça tolérable. Et puis après, on se donne bonne conscience. Voilà, alors là, on est soi-disant en guerre, donc il faut envoyer les soignants à la guerre avec aucun matériel. Hein. C'est normal de les envoyer avec des surchaussures faites dans des sacs poubelles, de les envoyer avec des masques récupérés chez Decathlon. Bref, on trouve ça tolérable. Puis tous les soirs, on les applaudit, évidemment, parce qu'on n'était pas là pour les soutenir quand ils étaient dans la rue, pour réclamer de meilleures conditions de travail et surtout des moyens pour vous soigner, pour nous soigner. Et puis maintenant, on les applaudit, on se donne bonne conscience. Alors on a évidemment tous les artistes sur le retour qui viennent pousser la petite chanson. Hein, comme ça, ils vont surfer aussi sur la vague et puis se refaire une carrière hein, sur le dos des mêmes soignants. Et puis une fois que la crise sanitaire sera passée, qu'est-ce qui va se passer? On aura tout oublié à nouveau. Hein, voilà. Donc on est dans l'hypocrisie totale. Et donc si vous tolérez ce genre de choses, ne vous étonnez pas d'obtenir ce que vous tolérez, tout simplement. Hein. Mais le jour où vous êtes vous-même touché, il ne faut pas venir pleurer. Voilà. Donc à partir de là, vous tolérez ça. En France, on est le pays le plus taxé au monde, et puis on a le système de soins finalement, et les moyens, je ne sais pas moi, d'un pays d'Afrique, hein, du Ghana ou autre chose. Et vous trouvez ça normal. Bon, bah voilà, je veux dire, à partir de là, il ne faut pas venir pleurer, on est trop tolérant tout simplement, et ça pose problème. Donc à partir de là, j'en reviens à ce que je disais, il y a une question de positionnement personnel. Bah oui, il faut arrêter de tricoter à quatre mains avec des gens des politiciens entre guillemets de carrière, hein, je veux dire, voilà, qui sont hors sol, qui n'ont rien à voir avec la société ou qui n'ont plus rien à voir avec la société civile, comme c'était le cas il y a encore quelques dizaines d'années. Hein, on a des gens qui sont complètement déconnectés. Et donc du coup, bah, ils viennent vous servir un mensonge que vous êtes prêt à valider tout le temps par confort psychologique. Voilà. Donc à partir de là, bah, vous avez évidemment votre part de responsabilité. Voilà, tous notre part de responsabilité, c'est évident, tout simplement. Alors maintenant, comment repérer un petit peu les bonnes personnes? Bah, c'est très facile. C'est très facile. Nassim Nicolas Taleb, dont je parlais au début de cette vidéo, a écrit un ouvrage qui s'appelle Skin in the Game. Ça veut dire tout simplement mettre sa peau en jeu. C'est mettre sa peau dans le game, tout simplement. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire tout simplement ce que nos anciens faisaient. Je veux dire, si vous êtes militaire et que vous êtes avec un chef qui vous dit il faut choper, faut aller prendre la colline là-bas, si le mec sort son sabre et qu'il part devant, bah, vous allez être tenté de le suivre, hein, tout simplement, parce que bah, il met son action là où il a mis sa bouche. Hein, voilà. Donc à partir du moment où vous avez des gens qui viennent vous parler, bah déjà il faut regarder ce qu'ils font, ça c'est la première des choses. Et la seconde, il faut surtout regarder ce qu'il est capable de perdre. Parce que la force d'engagement d'un homme, elle se mesure à ce qu'il est capable de perdre, et pas à ce qu'il est capable de gagner. Donc en clair, qu'est-ce qu'il risque? Voilà. C'est très facile hein, en règle générale. Donc vous avez en repère ce genre de choses. Hein. La première, c'est effectivement le type qui met son action et qui met là où il met sa bouche. Hein, voilà.
Moi, si je vous dis, tiens, il faut acheter ça, il faut que je l'achète, moi d'abord, hein, pour vous dire que je prends moi-même le risque. Donc, est-ce que vous prenez vraiment un risque, hein? Voilà, tout simplement. La seconde, c'est est-ce que vous êtes prêt à perdre quelque chose? Le type qui vient me raconter son histoire, qu'est-ce qu'il a à perdre vraiment à me raconter cette histoire-là? C'est ça qu'il faut voir. Et la plupart des hommes politiques, et notamment en France, n'ont rien à perdre. Au contraire, ils ont tout à gagner, parce que de toute façon, ils sont protégés. Je veux dire, il n'y a aucun souci. Financièrement, ça ira toujours bien. Quand on prend le système anglo-saxon, où vous avez, effectivement, pour participer aux chambres des représentants, vous devez démissionner de la fonction publique pour pouvoir être homme politique, il faut autre chose, hein, il faut sortir les balls, là, comme on dit, hein, parce que si vous vous plantez, vous ne retournez pas après dans la fonction publique où vous étiez tranquille, hein. En France, on a effectivement des fonctionnaires de haut niveau qui passent dans le privé, qui se font un carnet d'adresses, et puis qui après ont des conflits d'intérêts, hein, voilà, vous voyez bien de quoi je veux parler, puis qui retournent après dans le monde politique, puis qui cumulent. Donc ces gens-là n'ont rien à perdre. Au contraire, ils ont tout à gagner, hein, à vous servir cette soupe. Donc ça, c'est une façon de l'observer aussi. Puis la troisième chose aussi, quand vous choisissez un leader, ou que vous choisissez d'écouter quelqu'un, essayez de voir un petit peu s'il a des cicatrices, parce qu'on va mesurer effectivement le vécu de quelqu'un à ses cicatrices et la façon dont il a surmonté les problèmes. Si vous n'avez jamais souffert de votre vie, vous n'avez jamais rien vécu de toute façon, vous ne pouvez pas transmettre. C'est ça l'expérience aussi. Et on sait bien qu'à l'aube de YouTube, de tout ça, on est toujours... on est attiré par ce qui brille, parce que ce que les gens disent, montrent, etc. Mais quel est le vécu derrière? Tout simplement, voilà, hein. Moi, quand je donne des cours de self-défense et que j'apprends aux gens à se défendre d'une attaque au couteau, je fais preuve d'honnêteté. Je dis, voilà, d'un point de vue intellectuel et par rapport à ce que j'ai testé, ces méthodes-là me semblent les plus efficaces et les plus cohérentes. Maintenant, j'ai jamais eu à me battre au couteau. Donc, la limite de tout ça, c'est mon expérience personnelle. Il faut savoir où on se positionne. Je veux dire, malgré mes 5 dan de karaté, mes expériences et mes blessures en compétition, je suis tout petit par rapport à mes grands-parents qui ont fait la guerre, hein, et dont un, je sais voilà, ce qu'il a vécu et ce qu'il a fait, ce qu'il a été amené à faire. En termes d'expérience, ça n'a strictement rien à voir. Il y a une hiérarchie là-dedans. Il faut savoir où on se positionne soi-même. Et c'est pas en exhibant les muscles, etc. Bon, voilà, c'est sympa, c'est rigolo. Mais derrière, il faut avoir conscience de sa place par rapport à cette expérience. Voilà. Et donc, du coup, peut-être qu'avec ces différentes conditions, vous auriez des leaders qui, derrière, sont capables de gérer les crises, tout simplement. Alors, dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, je pense effectivement que la crise, elle est gérée. Oui, elle n'est pas gérée pour notre intérêt, on est bien d'accord, mais rassurez-vous, elle n'est pas perdue pour tout le monde, hein, voilà. Donc c'est un autre problème. Maintenant, je voulais en revenir à d'autres choses, donc effectivement, il y a un positionnement à avoir. Par exemple, prenons le cas de la puce RFID. Où en êtes-vous par rapport à ça? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Est-ce que vous êtes capable de dire non à un moment donné? Si on généralise la vaccination et si on vous dit on vous met une puce RFID pour votre bien, évidemment, on est d'accord, hein. On pourra checker évidemment la condition physique en temps réel, savoir où vous êtes, enfin, vous pourrez rentrer un peu partout sans utiliser de clé, etc. Mais par rapport à vos convictions profondes, est-ce que vous êtes prêt à dire non? Et est-ce que vous êtes prêt à risquer peut-être même votre vie pour dire non? Posez-vous la question. Voilà. Et on mesurera la force de votre engagement à ce moment-là. Voilà. À votre capacité tout simplement à dire non et à perdre la vie pour ne pas rentrer dans le moule et vous faire vacciner. Voilà. En ce qui me concerne, je trouve ça inacceptable d'un point de vue spirituel. Donc moi, j'ai déjà répondu à cette question. Voilà. J'espère que Dieu la divinité ou le grand architecte ou ce que vous voulez, ou l'énergie ou la source, me donnera la force de rester positionné, parce que tout homme a son point de rupture, il faut en être conscient. Mais en attendant, dans ma tête, c'est assez clair par rapport à ça. Donc je vous invite vous-même, en réfléchissant à des choses et des scénarios comme cela, à vous positionner, à vous dire, est-ce que je suis positionné? Qu'est-ce que je suis prêt à perdre par rapport à mon engagement et à ma position? Voilà. Ça, c'est des choses auxquelles il faut répondre. Ensuite, il faut s'inscrire dans des scénarios. Eh oui, et les scénarios, ils se mettent en place tout simplement en ayant observé les tendances lourdes, comme je le dis tout simplement, en ayant observé les signaux qui sont envoyés. Alors je vais vous en donner un de signal.
Le signal, pour moi, ces derniers temps, c'est la façon dont les pays ont traité la crise. Voilà. Et j'ai dit un truc très simple, j'ai dit, la façon dont les pays font face aujourd'hui à la crise, eh bien, ça va donner une bonne indication de la façon dont ces pays vont pouvoir évoluer potentiellement dans les années à venir. Vous avez une forme de réponse. Moi, j'ai vécu en Bulgarie le début du confinement, j'ai observé ce qui se passait en France, et je trouve que c'est la honte absolue. C'est la honte absolue parce que pendant que les Français se battaient pour des rouleaux de PQ, alors en même temps, ils sont capables de se battre pour le Black Friday, pour un truc en solde ou un pot de Nutella, j'en attendais pas moins. Mais c'est toujours difficile à observer quand on se dit « ouais, mes concitoyens, c'est ça ». Et que par ailleurs, en Bulgarie, j'observe, les gens sont déjà en train de faire la queue dans les magasins en maintenant une distance de sécurité. La plupart sont masqués. Et puis, eh ben, les magasins sont pleins parce que personne ne se rue sur les denrées voilà, de dernière minute en accumulant un maximum parce qu'on a peur, parce qu'on n'a rien prévu avant, parce qu'on s'est déresponsabilisé. Et là, c'est le point de départ de ma réflexion. Déjà, c'est difficile parce que même si je le savais avant, eh bien, du coup, je me dis waouh, d'un point de vue civilisationnel, ça fait mal. Voilà ce qu'on est devenu. Mais en plus, quand j'observe derrière que eh bien, il faut rester confiné pour protéger nos anciens. Alors même si on peut considérer que c'est des conneries ou qu'on n'est pas d'accord, etc., il y a quand même un principe de précaution. Et de se dire que ce virus, a priori, est quand même virulent et qui va toucher en priorité les vieux, les personnes âgées, les plus faibles. Eh bien, moi, je ne veux pas prendre le risque, personnellement, d'avoir sur la conscience le fait que j'ai engendré des problèmes, une maladie ou même un décès à cause de ma négligence, parce que j'ai transmis le virus par égoïsme. J'ai continué à courir, à m'agglutiner avec tout le monde dans la rue, sans être protégé, etc. Moi, je ne veux pas prendre ce risque. Et quand je vois, effectivement, même encore maintenant, les gens qui s'agglutinent, qui courent, qui en ont strictement rien à foutre, eh bien, j'ai honte. Voilà, j'ai honte parce que je me dis, waouh, on est encore une fois tombé bien bas. Et donc, d'un point de vue civilisationnel, d'un point de vue du pays, et là, je ne parle même pas de nos politiques, je parle tout simplement de ce que j'observe, de l'homme du commun dans la rue, eh bien, j'ai honte. J'ai honte. Et vous pouvez toujours applaudir le soir à 20h, hein, ça ne vous rachètera pas, ça ne rachètera pas comment dire, cette colonne vertébrale morale qui s'effondre. Voilà, tout simplement. En Bulgarie, je n'ai pas observé ça. Et quand on voit les bilans actuellement, eh bien, on voit une différence flagrante. Hein. Je le rappelle, 7 millions d'habitants en Bulgarie, allez, à peu près 500 infectés, à la louche, hein, une quinzaine de morts. Voilà. Le bilan en France, je vous le laisse, hein, vous savez très bien. Voilà. Donc on a un gros souci. On a un très très gros souci. Donc par rapport à ces scénarios, qu'est-ce qu'il va falloir faire au niveau individuel ? Eh bien, moi j'ai envie de vous dire, on est à l'époque où on a une sorte de tamis, vous voyez, et on fait passer les grains à travers ce tamis. Il y en a qui vont passer, il y en a qui vont rester au-dessus, très clairement. Alors moi je fais la promotion d'un changement à travers mes vidéos, d'un changement individuel, qui est dur, hein, parce que c'est difficile hein, de faire le constat de ce qu'on est et de ce qu'on doit travailler. Mais c'est comme ça, voilà, le changement doit passer par nous au niveau individuel, et c'est la somme des individus qui fera ce changement. Mais en même temps, je sais qu'on ne peut pas récupérer tout le monde. Et quand je vois ce qui se passe en France, par exemple, je me dis, waouh! Moi, la seule chose que j'ai envie de proposer, c'est le divorce. C'est le divorce. On prend chaque pays, on le coupe en deux, on met à gauche tous les bien-pensants, les gauchistes, tous les mecs qui veulent en fait changer le monde, mais en forçant les autres, en forçant tout le monde hein, à voir le monde tel qu'ils veulent. Et puis on met à droite eh bien, tous les, entre guillemets, malpensants, tous les gens qui sont un peu traditionnalistes et qui ont surtout envie qu'on leur foute la paix. Tout simplement, voilà. Et puis à partir de là, on voit ce qui fonctionne. Hein, voilà, tout simplement. Moi, je pense qu'on en est là. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au niveau individuel, moi, ce que je conseille dans les années qui viennent, dans les mois et les années qui viennent, c'est tout simplement vous regrouper entre personnes qui soient sur la même ligne intellectuelle, on va dire, les mêmes notions d'éveil, la même prise de conscience globale, pour arrêter déjà de vous faire polluer par les autres, et puis surtout pour faire front à ce qui risque de se produire hein, derrière. Et donc ça, c'est la première des choses. Alors ça peut se faire à l'échelle d'une zone, d'un pays, d'un village, hein,
mais ça peut se faire aussi à l'échelle d'une zone économique différente. On voit très bien que ceux qui ont le mieux géré la crise actuellement, bien, ce sont dans les pays asiatiques, notamment les Coréens. Je veux dire, c'est sans commune mesure. Moi, si je regarde au niveau de l'Europe, pour moi, il n'y a pas photo, hein, c'est les pays de l'Est. Donc si vous avez les capacités, c'est d'entamer un processus d'expatriation. Parce que si vous êtes dans le mauvais environnement, vous ne vous épanouirez pas du tout. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas, en étant isolé au sein d'une communauté de gens qui ne sont pas sur la même ligne que vous, ou vous n'êtes pas sur la même ligne qu'eux, eh bien, ce sera la majorité qui va l'emporter. Et d'un point de vue, entre guillemets, démocratique, eh bien, vous allez subir perpétuellement ça. Vous allez subir ce problème, vous allez subir cet environnement vicié, et vous ne pourrez pas vous-même vous en sortir. Donc ça, c'est la première des choses. Il y a un effort à faire de regroupement, très clairement. Soit au niveau d'une petite communauté, eh bien, dans votre pays, si c'est la France, eh bien, voilà, il faut se regrouper. Soit à l'échelle d'une zone économique. Si vous êtes en Europe, moi je pense qu'il faut aller dans les pays de l'Est, très clairement. Soit au niveau du monde, eh bien, changer de culture. Il y en a qui vont aux États-Unis. Alors les États-Unis, évidemment, pour l'instant, ils ont perdu la première bataille. Par rapport à la taille du pays, effectivement, il fallait se protéger au niveau des masques et tout, c'est très compliqué. Par contre, vu l'action de Trump et son ouverture d'esprit sur la chloroquine, peut-être qu'ils vaincront plus facilement la prochaine bataille, hein, qui est celle de soigner les gens rapidement, hein, contrairement à nous. On sera encore en train de viser du sexe des anges et de se dire, est-ce que je balance la bouée au mec qui se noie alors qu'elle n'est pas homologuée, tiens, voilà. Bref, à la française, quoi. Mais rassurez-vous, à mon avis, on aura encore 3 ou 4 formulations de formulaire CERFA pour pouvoir sortir faire ses courses d'ici la fin de cette pandémie, hein. Parenthèse refermée. Donc, ou alors aller dans les pays asiatiques si vous avez les moyens de développer un business et que la culture, par ailleurs, vous correspond, vous attire, parce que c'est quand même particulier, hein, voilà. Donc à mon sens, bien écoutez, c'est ça, hein, c'est ça le changement tout simplement. Voilà, si dans un premier temps, effectivement, essayer d'identifier les gens qui peuvent être des leaders potentiels sur différentes valeurs que j'ai énoncées tout à l'heure. La deuxième chose, c'est faire un énorme travail sur soi. Et ça comprend un travail physique, je suis désolé, mais il va falloir être en forme dans les années qui viennent. Et notamment, la meilleure façon de lutter contre un virus, parce qu'il y en aura d'autres, assurez-vous, eh bien, c'est de développer une immunité en béton. Ça, c'est le premier des trucs. Voilà, il faut être aussi en forme physiquement parce que je pense qu'il va falloir pouvoir compter sur ça en priorité. Et puis aussi, il faut arrêter effectivement de tricoter à 4 mains avec des gens qui vous mentent à longueur de journée. Pourquoi ? Parce qu'ils jouent sur ce biais que vous avez de déresponsabilisation. Il faut aussi prendre ses propres responsabilités. Ensuite, s'inscrire dans des scénarios ultérieurs. Et puis ne pas hésiter, encore une fois, à sortir de son confort pour changer les choses. Si vous êtes parisien, aujourd'hui, je pense que vivre dans 40 mètres carrés, même 30 mètres carrés à 3, 4 ou 5, c'est une catastrophe. Alors oui, aussitôt qu'ils vont réouvrir les portes, je pense qu'il y en a beaucoup qui risquent de changer de vie, hein. Et puis peut-être qu'ils vont s'acheter une ferme dans le Larzac, élever des chèvres, mais au moins ils auront une ouverture sur la nature, hein, plutôt que d'être pris comme des rats dans 4 murs de béton. Donc voilà, je veux dire, c'est ça la prise de conscience, c'est ça. Il y a un positionnement à avoir par rapport à ça, il y a un travail quotidien à fournir, voilà, d'assainissement de l'environnement, de travail sur soi, et puis surtout de voir le monde tel qu'il est, sortir de ses biais psychologiques, mettre en place des scénarios, et puis il faut se sortir les doigts, il faut y aller tout simplement. Voilà. Bon écoutez, c'était quelques pistes de réflexion, hein. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, je suis toujours preneur. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.